la petite table ronde du bistrot parisien s'est remplie en quelques secondes des objets de mon quotidien. Il y a mon stylo à billes, mon carnet à spirale, avec quoi je rêve ma vie, avec quoi je râle. Non, tu n'es pas venu, et moi je t'ai attendu, 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 amour de mes 15 ans. Non, tu n'es pas venu, et moi je t'ai attendu, 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 pour un peu encore je t'attends. J'ai recommandé une autre blonde et j'ai regardé les passants. Chacun était dans son monde et tout le monde en faisait autant. J'ai vu le moineau qui guette ce qui pour nous n'a pas de prix, juste quelques miettes, à lui ça lui suffit. Non, tu n'es pas venu, et moi je t'ai attendu, 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 amour de mes 15 ans. Non, tu n'es pas venu, et moi je t'ai attendu, 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 pour un peu encore je t'attends. Et la grosse horloge ronde du bistrot parisien sonnait les heures et les secondes, et je commençais à avoir faim. En cuisine sortaient des plats. Attention, c'est encore chaud. Oui, monsieur, au menu, il y aura lapin cœur d'artichaut. Non, tu n'es pas venu, et moi je t'ai attendu, 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 amour de mes 15 ans. Non, tu n'es pas venu, et moi je t'ai attendu, attendu, attendu. Tiens, pour un peu encore je t'attends. Et le serveur a refait sa ronde, l'avait terminé le service. Allez, ciao, bye tout le monde, je vais reprendre la ligne 6. Mais le temps que je digère ce poids sur l'estomac, malgré toutes mes guerres, je suis resté brave, petit soldat. Non, tu n'es pas venu, et moi je t'ai attendu, 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 amour de mes 15 ans. Non, tu n'es pas venu, et moi je t'ai attendu, 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 pour un peu, tiens, encore je t'attends. Claudio Zariti, comment vas-tu? Bien, bien, super, content de chanter. Content de chanter, Ouais. Quelle belle mélodie. Tu sais, j'ai eu l'occasion de te connaître un peu avec le temps. Tu as eu l'occasion aussi d'assurer des concerts où j'étais dans le public. Et chemin faisant, je t'invitais dans cette émission. Était absolument logique. Merci. Raconte-moi, tu composes pour beaucoup de personnes. Je sais que tu es un putain de mélomane. Disons que déjà je compose pour moi, et c'est vrai qu'on m'a demandé parfois sur des textes des autres de trouver une mélodie, quoi, qui est un petit moment de grâce, si ça arrive. Moi je t'ai connu à travers la voix des autres, hein. Voilà. Et c'est eux qui m'ont parlé de toi, puisque tu joues un petit peu partout en France. Voilà. Et ça te fait combien d'albums déjà? J'en ai fait 5. Tu en prépares encore un autre? Ouais, je suis en préparation. Dans ce dernier titre?
dont celui-là, par exemple, ce titre-là qui n'est pas encore édité. Le refrain est absolument sublime. Ouais, merci. Et t'attends qui, en fait? On attend l'amour de ses 15 ans, peut-être, hein, vraiment. Qui sait? Et comment tu travailles? À quel moment tu écris? À quel moment tu penses ta chanson? Ou tu commences par la mélodie guitare ou tu commences par l'écriture? Je commence un peu par les deux en même temps, en fait. Par une petite 2-3 accords de guitare et puis un thème, enfin quelque chose, 2-3 phrases, et après je me dis tiens, là il y a de quoi faire quelque chose, et après j'essaye de quand même, comme Canva, quand même, après ça devient le texte qui donne une espèce de métrique. Une fois qu'on décide qu'on a qu'on a un couplet, par exemple, on se dit ah oui, ça devrait être comme ça, là on essaie de faire d'autres, on continue le texte dans cette atmosphère-là, dans cette métrique-là. Et parfois, quand on arrive au bout, en fait, on change la musique parce que voilà, on n'est pas très content. Finalement, on voit que sur 3 minutes et quelque chose, ça donne pas ce qu'on voulait. Ouais. Et quand tu écris pour Ben, par exemple, à quoi tu penses? Tu penses à lui, à sa personnalité pour lui adapter une chanson, ou tu lui passes les chansons que tu n'as pas envie de chanter? Ah non, pas du tout. Là, je passe les chansons à Ben Lodji que je connais depuis un moment et que j'admire, que j'aime bien, et pour d'autres collègues de travail, on va dire, dans ce milieu de la chanson à texte. Et quand tu ne parles pas d'amour, est-ce que tu es porté aussi par des faits de société? Oui. Par exemple, en ce moment, c'est pas, t'aurais pu écrire sur les agriculteurs, par exemple? Non, j'en ai pas sur les agriculteurs. Non, pas les faits de société. En fait, non, c'est pas. Enfin, j'en ai 2 ou 3 sur peut-être 1 ou 2 sur les faits de société. Mais après, c'est plutôt toujours. Il faut qu'il y ait un personnage qui puisse penser 2-3 choses dans la chanson, quoi. C'est pas forcément. Par exemple, celle-là, il y a un ressenti, on va dire. Une espèce de quête amoureuse, mais en même temps, il y a l'observation des gens et de la vie de la vie qui passe et tout ça. La vie et ce qu'il y a autour de soi. Claudio Zanetti, merci. Merci d'avoir ouvert ce super bal qui va nous conduire à rencontrer plusieurs personnalités, plusieurs personnages. Mais avant, nous allons ensemble voir ce qui fait ou défait l'actualité. La polémique, c'est le sujet central du moment. On ne se présente pas à l'élection présidentielle aujourd'hui avec un programme. On ne monte plus un parti avec un programme. On vient avec la polémique. Avec la polémique et ses rhétoriques. C'est ça aujourd'hui la politique. On ne parle plus. Là, nous avons les agriculteurs dans la rue. Quelle solution pour celles et ceux qui nous font à manger? Non, la polémique, c'est qu'ils ont cramé la préfecture du Sud. Si vous voulez faire aujourd'hui de la polémique, faites d'abord de la politique. C'est Avant-Garde, l'émission qui vous en donnera toujours pour le temps que vous allez lui consacrer. Générique, s'il te plaît, et on retrouve la scène d'Avant-Garde installée à la Rare Galerie. Bienvenue, monsieur André Lortie. Merci de m'accueillir. Merci de vous accueillir. Vous serez dans quelques heures, demain, après-demain, à la Société de l'Encouragement pour présenter votre dernier livre, De quoi l'urbanisme est-il le projet? Et la Société de l'Encouragement installe cette perspective dans 30 ans, dans les 30 ans à venir. J'ai trouvé ça absolument incroyable que de jeunes Français, parce que c'est une cour d'idées très jeunes, novatrices, qui envisagent déjà, qui essaient d'analyser les projets de demain. Comment allons-nous être, comment allons-nous vivre dans 30 ans? Moi, je trouvais ça absolument sublime pour la simple et unique raison que je crois que je suis la seule émission à inviter des architectes sur mon plateau. On ne les voit jamais et pourtant, c'est eux qui construisent notre vie. Vous êtes prof aussi à la fac. Vous êtes chercheur
Et à quel moment vous travaillez sur l'urbanisme ou l'architecture? Alors tout ne se fait pas en même temps, hein, ce qui me concerne. C'est pas du macronisme. J'ai longtemps eu une pratique professionnelle opérationnelle, dirons-nous, à la fois en architecture et en urbanisme. Je fais encore du conseil auprès de certaines collectivités, mais j'ai eu pendant cette période où j'avais une agence d'architecture également une activité d'enseignant. Et cette activité d'enseignant m'a assez naturellement d'ailleurs impliqué dans la recherche. Je pourrais même dire que c'est l'inverse. Je suis commencé par la recherche avant d'être enseignant. J'ai créé cette agence d'architecture avec un associé, puis d'autres, etc. Et ces dernières années, j'ai préféré me replier, si je pourrais dire, sur la recherche, l'enseignement, au sein d'une école d'architecture, qui est l'école d'architecture de Paris-Belleville, donc dans Paris. Et voilà, c'est un peu, en gros, mes domaines d'activité. Et comment la société de l'encouragement vous a contacté? Comment vous êtes rentré en contact avec eux? C'est une bonne question. Je ne saurais pas y répondre. En fait, c'est la société de l'encouragement industriel. Et ils m'ont... je pense qu'ils sont à la recherche, à travers les parutions de livres, etc., de ces types d'écrits qui cherchent à comprendre vers quoi on se dirige, plutôt que, disons, de donner des leçons sur ce que l'avenir devrait être, ou de prédire un avenir imprédictible encore aujourd'hui, compte tenu de tous ces bouleversements qu'on connaît, hein, qu'ils soient environnementaux, écologiques, sociaux, économiques, etc. Donc c'est plutôt des auteurs qui cherchent à comprendre là d'où l'on vient pour essayer comment on pourrait s'y rendre. Comment accompagner ce devenir. Quand le professeur ou le chercheur que vous êtes en urbanisme se promène dans Paris, à quoi pensez-vous? Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui retient votre attention? Comment vous marchez? Est-ce que vous vous baladez des fois comme ça, sans but précis? Oui, bien sûr. Je le fais un peu moins que je l'ai fait il y a quelques années. J'ai un ami du Sud-Ouest qui me disait un jour: André, si j'habitais à Paris, je serais flâneur professionnel. Et je pense qu'effectivement, Paris est d'une telle richesse, on ne peut pas s'ennuyer en marchant dans les rues de Paris. En général, j'aime les villes, j'aime les découvrir avant de les étudier, je dirais. Mais Paris a une intensité, une densité qui est difficilement égalable. D'autres villes ont cette richesse parisienne concernant le 19e siècle, par exemple, mais Paris est une addition, une accumulation, une stratification de tellement de pensées sur la ville, d'actions, de production architecturale, etc., d'une telle concentration que je pense que c'est un... Et quel regard le professeur ou l'architecte, voire l'urbaniste, porte sur la politique de la ville de Paris? Sur la politique de la ville de Paris, je les trouve courageux. On comprend les objectifs qui sont visés à travers les récents travaux de transformation des rues, pour, entre autres, rendre cette ville plus accueillante à l'aube des Jeux Olympiques qui arrivent dans quelques mois. Mais je trouve beaucoup de ces actions courageuses qui consistent à chercher à adapter Paris aux enjeux actuels. Ce qui a été le cas au XIXe siècle, ce qui a été le cas avec les malheurs qu'on a pu constater au milieu du XXe siècle, quand on considérait qu'il fallait détruire ces immeubles que l'on jugeait inaptes à l'habitation, parce qu'ils avaient été dégradés par le temps, etc. Et aujourd'hui, au début du XXIe siècle, l'enjeu est environnemental, et les transformations que l'on voit dans Paris, je les trouve courageuses parce qu'elles attirent les critiques des automobilistes, les critiques d'un certain nombre d'usagers de la ville, parce qu'il y a des travaux partout en ce moment. Mais le fait est que de rendre cette ville plus poreuse, plus accueillante à l'eau de pluie, plus végétale, donc
possiblement produisant de la fraîcheur les jours de canicule, etc., de l'ombre quand c'est les arbres qui sont plantés aujourd'hui ont grandi. Je trouve que c'est courageux. Ensuite, les Parisiens ont vu leur taxe d'habitation ou leur taxe foncière augmenter. C'est un fait. La ville de Paris est très endettée. Ces décisions reflètent là aussi peut-être pour certaines formes d'inconscience, mais à mon avis, c'est plutôt une forme de ambition urbaniste. Oui, une vraie ambition. Courageux, ça pourrait être aussi le mot qu'on poserait sur l'artiste qui viendra tout de suite après. Parce que le concept de cette émission, c'est d'avoir une personne reconnue dans ses fonctions qui vient nous éclairer sur un sujet bien donné, mais aussi permettre à cette personne de porter une attention soutenue sur d'autres artistes qui demain seront aussi connus que vous. À l'image de Karina Toledo, courageuse, comme je le dis, qui s'attaque à Miles Davis. On écoute et on discute tout à l'heure.
T'as le micro derrière. Karina, comment vas-tu? Bien, très bien. Je suis très heureuse d'être ici encore une fois et encore jouer une autre chose très différente. Voilà, toujours très, très heureuse d'être ici. En tout cas, merci beaucoup pour l'accueil. Oh oui, on est obligé, tu me menaces de mort à chaque fois. S'attaquer à Miles Davis, sincèrement, moi je suis dans la confidence puisque l'album sera produit évidemment par le label d'Avant-Garde. Et le 27 mars, tu as un concert à la Rare Galerie pour présenter carrément ce projet autour de Miles Davis. Mais quand tu t'es penché sur l'incroyable chant miné, musicalement parlant, de Miles Davis, comment tu l'as accueilli d'abord? Alors d'abord, en parlant de jazz, profondément, parce que ma formation est classique. Bien sûr. Donc la première fois que j'ai envisagé de faire quelque chose pareil, j'ai toujours aimé beaucoup le jazz, écouter et jouer aussi, mais pas très très improvisé, parce que j'avais toujours peur. Parce que quand on en est dans le classique, notre professeur il dit toujours il faut absolument pas y aller parce qu'il faut travailler des heures et des heures sur des œuvres de Beethoven et tout ça. Et donc, c'était un élève, parce que je suis prof de piano aussi, et c'était un élève qui m'a dit « Ah, pourquoi tu fais pas le jazz? Je te vois bien là-dedans. » Et j'ai commencé à étudier, parce qu'il faut vraiment étudier, c'est une autre musique. Alors, parlant de Miles Davis, les structures de l'œuvre, j'ai pensé plutôt très, très original, de garder toujours le sens, sa musique déjà. Cet album, c'est incroyable. Il y a Bill Evans, John Coltrane et tous ces grands musiciens. Et donc, j'avais très, très, très beaucoup de respect pour ça. Et donc, je garde les thèmes. Mais en même temps, je mets des choses un peu classiques. Et pourquoi pas aussi de moi-même, comme je vois tout l'ensemble de sa musique. On raconte souvent que les grands musiciens de jazz, s'ils avaient vécu à l'époque de Beethoven, ils seront tous des potes de beuverie, au fait. Oui, en fait, c'est l'improvisation, il y a déjà sur Bach, le baroque, toutes ces œuvres qu'on joue aujourd'hui avec la partition, en fait, elles étaient improvisées à l'époque. Et aujourd'hui, on doit les mémoriser et jouer, mais Bach, Beethoven, les concertos pour piano, c'est des improvisations, les cadences. Donc ça le fait, on se donne rendez-vous le 27 mars. Mais avant aussi, tu as aussi un concert, parce que ce que vous ne savez pas d'elle, c'est qu'elle se présente à plein de concours, elle les gagne toutes. Quelques-uns. Tous les concours. Et puis en plus, elle affiche un sourire incroyable, vous avez remarqué. Ça, c'est un truc pour tuer les hommes. Karina Toledo, merci encore d'être venue. On se donne rendez-vous le 27 et puis... Avec plaisir. Entre-temps, si tu le rencontres, plaisir, mais c'est qui ce monsieur dont tu parles tout le temps avec plaisir, mais c'est qui ce monsieur-là? À bientôt, merci encore. Merci encore. De quoi l'urbanisme est-il le projet signé monsieur André Lortie, urbaniste de son état? En tant qu'urbaniste, quelle est la mission qui vous incombe? On peut peut-être donner une définition parmi d'autres de l'urbanisme. Quelqu'un comme Pierre Merlin, qui est un urbaniste connu en France, dans le milieu des urbanistes, dit qu'il s'agit de créer dans le temps les dispositions ordonnées de l'espace, tout en recherchant harmonie, bien-être et économie. Donc, on voit que c'est une définition très, très engageante. Au fait, c'est le but de tout un chacun. Oui, mais on peut aussi penser que l'urbanisme, c'est une forme d'optimisation et de rationalisation de la société industrielle qui vise plutôt à son intensification d'un point de vue capitalistique. Donc, oui, bien sûr. Parce que quand je dis le bien-être, c'est parce que ça finit toujours par... Il faudrait que les gens gagnent assez pour pouvoir y vivre. Oui, ça fait partie effectivement des résultats capitalistiques de ce que l'on produit par l'urbanisme. Pour vivre, il faut gagner assez pour vivre sa vie.
Hein, c'est surtout ça, c'est un programme politique. Tout à l'heure, je disais dans mon éditorial qu'aujourd'hui, les politiques, plus ça va, moins ils ont de programme, mais ils s'installent tous dans des polémiques. Et c'est ça qui fait... aujourd'hui, on critique le champ de la restauration, du travail de la mairie de Paris, mais on ne parle pas du fond. On parle de la polémique, mais on ne parle pas... Tout à l'heure, moi j'ai été assez surpris que vous leur trouviez de très bons côtés. Oui, courage. Oui. Courageux. Vous me dites qu'ils sont courageux, alors que l'immense majorité de ceux qui ne vivent pas dans Paris trouvent qu'elle ferait mieux de dégager, quoi. Ah oui, oui, oui. Ensuite, on peut être d'accord ou non avec certains aspects de sa personne, ça c'est sûr. Je pense à la maire de Paris, bien sûr. Quand vous dites elle doit dégager, vous avez compris. Oui, bien sûr. Donc on peut être comme réfractaire à certains aspects de sa personnalité, je le conçois. On peut être effrayé par l'endettement qu'avait produit la ville de Paris. Aussi, ça peut être inquiétant. Mais cela dit, compte tenu des enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui, environnementaux, écologiques, notamment dérèglement climatique, chaleur excessive, par exemple, mais aussi perte de biodiversité. Enfin, je trouve que effectivement, ce programme est très ambitieux. Et quand vous êtes dans vos cours à l'université, la ligne que vous tenez pour que les étudiants puissent suivre une voie créatrice et où ils s'interrogent sur le devenir de notre société, qu'est-ce que vous leur apprenez exactement ? Alors, il y a du courage, de l'audace. Donc il y a au moins deux aspects dans votre question. Ce que je leur apprends en termes techniques et académiques, c'est une chose, mais aussi l'approche que l'on peut en avoir. Et vous disiez tout à l'heure que l'urbanisme, c'est de la politique. Je suis absolument d'accord avec vous. L'urbanisme est à la fois technique et politique. Et mon sentiment, c'est que quand je donne des cours ou quand je les accompagne dans des ateliers de projet, puisque c'est un mode d'enseignement particulier aux écoles d'architecture, ils perçoivent à travers mes positions, mes commentaires, etc., que le positionnement politique est important et qu'on peut difficilement faire de l'architecture ou de l'urbanisme, encore plus, sans cette conscience des enjeux politiques qui l'accompagnent. Et pourquoi on ne vous retrouve pas dans les débats à la télé sur les problèmes centraux de la société? On ne vous voit pas. Moi, je suis très heureux de vous avoir ici aujourd'hui parce que à vous écouter et surtout, j'espère que celles et ceux qui nous regardent iront chercher le livre ou vont chercher un peu plus à savoir quels sont les enjeux de l'urbanisme aujourd'hui. Ce sont des problématiques qu'il faudrait absolument prendre en compte aujourd'hui et surtout dans des débats à la télévision. Pourquoi vous n'y allez pas ? C'est une bonne question. Je pense que les architectes, compte tenu d'un positionnement qui est celui d'une réponse potentielle à la commande, et cette commande venant notamment en France du politique, je crois qu'une forme de retrait par rapport à cet espace public du débat politique pour pas compromettre leur projet de réalisation. Je pense que c'est un des facteurs. Ça, c'est l'argument que beaucoup d'architectes avancent, mais pas tous. Non, okay. Bien sûr, c'est difficile à avouer. Oui. Ma position plus académique me permet peut-être d'être un peu plus incisif de ce point de vue-là. Et quand vous travaillez, vous écoutez quoi comme musique ? Ah, mais c'est une bonne question. Miles Davis, tout à l'heure, correspond tout à fait à mon spectre du spectre de la musique que je peux écouter. Vous êtes sûr ? Ah oui. Vraiment, on va tester encore une autre. Très sincèrement. Cynthia Caton. Bonjour. Et moi, c'est toujours un plaisir incroyable de t'accueillir sur mes plateaux. Et quand tu m'as dit tu passais pas Paris, je me suis dit waouh, si je ne l'ai pas, autant avoir sa musique. Ça me fait plaisir. Merci. Présente-moi le jeune garçon que tu m'amènes aujourd'hui. Jules Durand.
guitariste, compositeur, chanteur. Et j'enlève mon effet, c'est quand même un peu mieux peut-être. Pardon. Je le connais depuis très longtemps. Je le connais depuis qu'il est tout petit. Donc là, je le vois sortir comme je le vois naître avec sa musique et il est super talentueux. Je suis ravie qu'il soit avec moi aujourd'hui. Et bien, il reviendra plus tard avec son propre projet. J'espère bien. Oui. Tout à l'heure, je lui poserai la question à la fin du morceau. Mais en jouant, il ne faut pas qu'il soit perturbé, mais qu'il y pense d'abord parce que j'aimerais que tu balances sur elle, en fait. Hein, tu es prêt? Tu es chaud? On verra. On écoute un morceau et je crois que Monsieur Lortie reconnaîtra le titre. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You floated like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep. I'm a widow. What hell I'm doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I want to have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. But I want you to notice when I'm not around. You're so very special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell I'm doing here? I don't belong here. It's round out the door. Oh, it's round and out, round, round, round. Oh, 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 running around. Whatever make you happy, whatever you want. You're so very special. I wish I was special, but I'm a creep. Cynthia Kayton, là vous reconnaissez les morceaux? Non. Je Quelle belle le découvre reprise. avec plaisir. Alors pourquoi faire ce morceau? Parce que c'est le prochain album que je sors qui s'appelle Intimity 2. En fait, c'est toutes les chansons que j'adore. J'écris pas ce genre de chansons, j'écris des chansons françaises dans le style un peu swing, bossa, avec la vieille époque traînée. Mais en fait, j'adore ces chansons. Je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai fait un album qui s'appelle Intimity. Et là, je fais le deuxième, Intimity 2, et j'en ferai un autre, un troisième, un quatrième, avec toutes les chansons que j'adore. Et il sort quand? Avril. Avril. Donc tu reviendras fin mars encore avec plaisir. Pour en parler. Avec grand plaisir. Alors toi, c'est grand plaisir, parce que Karina Toledo, c'est plaisir.
Toi, c'est grand plaisir. Avec grand plaisir. Il a grandi un peu depuis. Et le son musical que tu as épousé, c'est quoi? Tu fais quoi? De la pop, du jazz, du rock? On m'a toujours appris à découvrir de toutes les cultures musicales. J'ai tout essayé depuis que je suis tout petit, depuis 5 ans. Mais je me suis orienté vers plus de la pop folk parce que c'est ce qui m'intéressait. J'ai des références comme Tom Misch, John Mayer, plus rock, Jimi Hendrix est très connu. Donc voilà. Et tu composes aussi? Je compose depuis peu parce que c'est important de mettre des mots sur certaines compositions qu'on fait quelquefois. Mais voilà, c'est la musique, c'est quelque chose de très important pour moi depuis toujours. Et si on te prenait rapidement comme ça au mot et on te plaçait bien le micro, tu nous jouerais deux petits trucs d'une de tes compositions, ça peut être sympa ça. J'aurais bien voulu faire une composition. Ah ben tu vas le faire alors. Non, mais Alexandre, non. Alexandre, s'il te plaît, place-lui bien le micro, qu'il nous fasse un petit truc de 2 secondes. Merci. On va pas laisser ça passer, Alexandre. T'es d'accord? Hein? Bon, je vais essayer comme ça. Oui, ça a l'air d'aller. Et parce que je crois au pouvoir des mots, il est difficile pour moi. C'est parce que je vois ton reflet dans l'eau que je me souviens à chaque fois. Les souvenirs bien écrits se lisent dans nos esprits. Regarde-moi, tu comprendras que I know the best of you. This wonderful life with you. Oh, I all the love. Merci, c'était juste comme ça. Mais tu reviendras avec toute ta formation, hein, travaille-le et puis je serai très heureux de t'accueillir à nouveau. Merci beaucoup. Cynthia, merci d'être venue et merci surtout de l'avoir propulsé au devant de la scène comme ça dans ton émission. Merci encore. Et ça fait vraiment plaisir. Ça, ce sont des musiques qui pourraient accompagner les moments de travail de l'architecte urbaniste que vous êtes. Oui, certainement. Hein? Certainement. Tout à l'heure, on parlait de quelle musique accompagne l'urbaniste quand il travaille et à quel moment l'urbanisme se penche sur le devenir de la société ou à quel moment et quels sont les thèmes qui vous poussent à la recherche. Ma recherche est majoritairement orientée par une question: comment en est-on arrivé là? Et c'est une motivation profonde. Donc je m'intéresse en général à la généalogie des situations que l'on rencontre dans les villes, en ce qui concerne ma recherche. Et en ce qui concerne ma pratique opérationnelle, je dirais, c'est aussi important. C'est-à-dire arriver dans une ville pour pouvoir échanger avec des élus, avec des techniciens, doivent se faire, de mon point de vue, sur la base d'une connaissance partagée d'une situation, une situation qui s'est construite dans le temps. Et l'épaisseur du temps, on la lie dans les territoires, et ça devient une ressource pour penser et accompagner le devenir des choses. Le devenir des choses. Il s'appelle Anatole le magicien. Bonjour Anatole. Peut-être que je parle dans ton micro. Comme je vais avoir besoin de mes mains, ce sera plus simple. D'accord. Et je vous propose du coup un tour de magie avec des cartes à jouer. Et c'est un tour qui est au début basé sur les mélanges.
Donc pour mélanger les cartes, il y a plusieurs techniques. Je peux faire comme ça. C'est en fait juste des coupes qui modifient entre guillemets l'architecture de mes cartes. Ensuite, je peux les mélanger comme ceci. Hop, 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 tac. Mais là, je vais vous proposer un mélange beaucoup plus complexe, beaucoup plus chaotique. Je vais retourner des cartes à l'envers dans le jeu. Je vois que Monsieur Lotti fait des grands yeux parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et ensuite, je vais entrelacer les cartes à l'envers avec des cartes à l'endroit. Ce qui fait que si on regarde maintenant l'état du jeu, il y a des cartes dans tous les sens, face en l'air et face en bas. À partir de ce chaos, on va faire choisir une carte. Alors allez-y, Monsieur Lotti, touchez une carte, celle que vous voulez, du moment qu'elle soit face en bas, comme ça on n'en connaît pas l'identité. Donc au hasard. Celle-ci ? Oui. Alors vous pouvez la regarder, la montrer à Wilson. Moi je ne regarde pas. D'accord. C'est bon ? Oui. Impeccable. Et à présent, vous allez remettre votre carte à peu près ici. Parfait. On referme le jeu. Et je vais faire 2 paquets. Quel paquet voulez-vous utiliser pour qu'on retrouve votre carte ? Celui de gauche. Celui de gauche. Donc, en supposant que votre carte est dans ce paquet-là, je regarde d'abord l'autre pour voir si on peut avoir quelques indices sur votre carte. Ben, en fait, pas vraiment. Non, mais c'est vrai, les cartes sont dans tous les sens. Il y a du trèfle, du cœur, du carreau. Ah, c'est rigolo, il n'y a pas de pique. Donc, je pense que votre carte, c'est du pique. Est-ce que c'est exact ? C'est exact. Parfait. Et vous me dites stop quand vous voulez. Stop. Vous m'avez dit stop tous les deux au-dessus du 7. Donc, c'est le 7 de pique ? C'est bien le 7 de pique. Exactement, mais le tour n'est pas fini puisqu'on avait dit qu'on allait utiliser l'autre paquet pour retrouver votre carte. Dans l'autre paquet, les cartes sont à l'envers, à l'endroit, dans tous les sens. Néanmoins, si je fais comme ça, hop, eh ben, il n'y a plus qu'une seule carte qui est à l'envers, et cette carte-là, c'est le 7 de pique. Et en fait, les cartes ici qui sont dans tous les sens, pareil, je fais comme ça. Ça va devenir évident que vous avez choisi le 7 de pique. Parce que si on les fait défiler, on voit qu'on a l'As de pique, le 2 de pique, le 3 de pique, etc. Sauf le 7 et tous les autres piques. Merci beaucoup. Bravo. Bravo. Allez, Anatole, le magicien, on travaille encore sur plein de projets ensemble, mais je voulais juste un peu de magie et je voulais savoir quelle est la probabilité magique qu'une pensée urbaniste ne se réalise pas. C'est-à-dire, vous pensez à un projet et ça ne se fait pas. Elle est de 99,9%, je dirais. Vous n'êtes jamais sûr de réaliser un projet. On est sûr de ne jamais le réaliser, en vérité. En fait, j'exagère, mais pour insister sur une chose, c'est que on peut accompagner les choses, on peut les accompagner et les orienter potentiellement dans un sens que l'on juge favorable, mais la décision n'appartient pas à l'urbaniste, elle appartient, c'est une décision politique, on en parlait tout à l'heure, autant qu'une décision technique, et les réalisations qui adviennent à travers ces projets d'urbanisme sont généralement partielles, elles sont incomplètes, mais l'enjeu, c'est qu'elles ouvrent les possibles, et qu'elles ne les ferment pas. Voilà. Donc, un peu passera probablement, peut-être dans la réalité. Restons ouverts, monsieur André Lotti. Merci d'être venu dans cette émission et je trouve que l'éditeur engagé, découvrir, partager, enfin vous avez un super éditeur, c'est les éditions de l'Aube. L'urbanisme à l'épreuve de la société aujourd'hui sous le macronisme, c'est bien pensé. Je vous souhaite de bien belles choses cette année. Il nous reste encore 3 jours pour nous dire bonne année, monsieur Lotti. Eh bien, pareillement, bonne année. Mon cher Anatole, on a un mois de février bien chargé. Tout à fait, oui, mois de février bien chargé. Je continue mon spectacle à la Comédie Saint-Michel, puisque je suis programmé à peu près 2 fois par mois. Et puis nous, on a notre projet qui va sortir plus tard, mais on en parlera peut-être une autre fois. Oui, eh ben on va faire un pilote d'émission dédié à la magie. On garde encore le titre pour nous, on va pas vous le dévoiler tout de suite, mais l'idée, voilà, c'est de mettre encore plus en avant la magie, l'art magique, la créativité, tout ce qu'il y a autour, tout ce qui gravite, sur un format vidéo, émission télé comme ici.
Donc voilà, à découvrir plus tard. À découvrir plus tard, parce que vous le savez très très bien, grâce toujours à Anatole, j'ai rencontré, ça fait bientôt 1 an, tous les mois à la Rare Galerie, il y a toujours un spectacle de magie. Monsieur Lortie pour vous accompagner, et j'invite une très très charmante danseuse qui fait du modal underground, chorégraphié par Monsieur Thierry Verger, qui viendra tout à l'heure prendre votre place. Mais merci encore d'être venu. Merci de m'avoir accueilli. Jade est sur la scène d'avant-garde. You'll never do anything as hard as staring someone straight in the eye. Rien de plus dur au monde que regarder quelqu'un droit dans les yeux. And telling the truth. Et lui dire la vérité. When it feels scary to jump. C'est quand on a peur de plonger qu'il faut vraiment plonger. That is exactly when you jump. Autrement. Otherwise, you end up staying in the same place your whole life. On reste au même endroit toute sa vie. Et ça, moi je peux pas. And that I can't do.
Jade, viens à côté ici. Viens, saute à côté de... Prends ton temps. Thierry Verger, chorégraphe, qui a signé évidemment le numéro que nous venons de voir. Ça fait combien d'années vous dansez? Moi ou Jade? Ouais, toi. J'ai plus d'âge. J'ai commencé tard. J'ai commencé à 28 ans, ça doit faire une quarantaine d'années. Une quarantaine d'années et danse. Et aujourd'hui, vous êtes quand même le pape, le créateur du modal underground, qui s'inspire beaucoup de la quête de soi, de la nature, et aussi du cheval. Oui. Pourquoi le cheval? Parce que déjà, en Nouvelle-Calédonie, il y a beaucoup de chevaux, c'est une terre de chevaux. Puis mes oncles, c'était des éleveurs. Et puis j'avais des chevaux avec un ranch. Et puis, c'est une passion, quoi. Et puis, le service militaire, la cavalerie de Saumur. Après, j'ai enchaîné avec Manu Bigarnet, qui était le bras droit de Bartabas. Et là, je suis actuellement avec la compagnie Giol, sur une création où j'ai chorégraphié. Donc, plein de choses comme ça. Plein de choses comme ça. J'ai vu un documentaire produit par France 5, Terre de danse, qui reprend le retour, j'aurais pu dire, retour en terre natale. C'est une mémoire collective. Je pense que ça nous rattrape. Ça nous rattrape. Donc, j'ai fermé une page pour en ouvrir une autre, quoi. Donc, ça a été un retour aux sources, la coutume dans la tribu où j'ai été élevé, avec le chef. Donc, la terre de mes ancêtres, où ma mère est née, mes frères et sœurs sont nés. Donc, c'est vraiment un retour à la terre, quoi. Retour à la terre. Et chemin faisant, dans ce documentaire, on voit tout l'intérêt, ce qui fait Thierry Verger, la maison, l'origine, et surtout l'amour des autres. C'est une terre où les gens ont une nostalgie très forte, hein. On met la marmite, tout le monde mange dedans. C'est une façon de dire les choses. Et l'Occident nous rattrape, mais on a gardé quand même ça. Il y a quand même 22 tribus kanak, auxquelles s'ajoutent Tahitiens, Wallisiens, Maoris, Fidjiens, Wallisiens. Puis il y a aussi le Bagne, il y a beaucoup d'Algériens, Kabyles. C'est quand même une terre de mixité quand même. Donc, une terre de mixité. Et la rencontre avec Jade s'est opérée comment? Jade, c'est comme une nouvelle génération encore que j'ai préparé, donc c'est quand même sa deuxième année en danse. Voilà, c'est un thème sur un papillon, parce qu'il y a des papillons qui vivent 3 jours, comme il y en a qui vivent 3 semaines. C'est normalement ce solo que j'ai créé pour elle, elle est projetée avec des billets de papillons projetés sur écran. Donc voilà, c'est une thématique. Il y a une installation avant. Oui, installation. Et puis aussi, je chante aussi un texte un peu à la Arthur H. Sur l'histoire d'un papillon. Et je sais, puisque dans le temps, je savais que tu avais sorti un album aussi. Oui, Colère de Dieu. Oui. Colère de Dieu. Et Jade, quand on travaille avec Thierry Verger et qu'on s'inspire ou qu'on navigue ou qu'on plane autour du modal underground et du cheval, est-ce qu'il y a déjà eu un rapport au cheval avant de rencontrer Thierry? Alors, par hasard, parce que moi, j'ai fait de l'équitation plus jeune, donc j'ai un rapport aux chevaux. Après, moi, c'est pas tant... quand je l'ai rencontré, il travaillait sur son cabaret, qu'on voit aussi beaucoup dans le reportage, qui sont des numéros de cabaret qui ont été tournés dans les magnifiques paysages de la Calédonie. Et moi, plus que par le cheval, donc c'est par la danse que j'ai rencontré Thierry. Et moi, je suis quelqu'un d'assez aérien. Et je pense que c'est quelque chose d'assez captivant chez Thierry, c'est qu'il est très terrien. En effet, mais il est aussi très aérien, avec beaucoup d'ailes, des choses l'air, la terre. Beaucoup d'esthétique aussi très néo-classique, des choses comme ça, et à la fois qu'il y a un rapport à la terre très fort. Et voilà, moi je l'ai rencontré dans un mélange de tout ça. Un mélange de tout ça. Quand il travaille ses chorégraphies, elles sont... il y a beaucoup d'impro où elles respectent une forme d'esthétisme bien précis. Thierry, il sculpte les corps un peu. Il sculpte, il dessine, c'est un peintre. C'est un chorégraphe qui travaille un peu pour moi comme un peintre ou un sculpteur. Il est très précis, il est très dans la qualité du mouvement. Donc on va aller travailler dans un silence sans musique au départ, avec vraiment un geste très soigné, des intentions de corps très précises. Et il a cette capacité à nous retranscrire ça par les mots. Il est très dans l'image, il est très habité par des univers d'ailleurs. Et il arrive à nous
écrire ça sur nous. Avant que la musique n'intervienne, vous le travaillez en silence. Souvent, vous voyez comment exploiter l'espace, les formes, comment évoluer dans cet ensemble-là. C'est surtout ça. C'est après que vous mettez de la musique dessus. Pas forcément. Je suis très, très cinéma en vérité. J'adore le cinéma tout simplement. Et puis, mon père était sculpteur, quoi. Donc je vivais dans des cases. J'ai quand même vécu à la tribu. Je suis fils de chef de tribu, comment. Je suis moitié kanak, donc il y a quand même une proximité qui est très proche. En fin de compte, je suis né comme ça, d'une certaine façon, avec cette notion de guerrier qu'on a tous sur le territoire. Donc il y a toujours ce cri du cœur qui est très présent. Bien sûr, j'ai fait les écoles de danse classique, les techniques modernes, contemporaines et autres. Et puis il y a cette technique modale qui est un mot valise en vérité, où ça rejoint tout ce qui est peinture, sculpture, le corps, comme elle vient de le définir. Comme elle vient de dire. Et qu'est-ce qui reste de l'épopée extraordinaire du jazz rock, tout, etc. Il y a un retour. Il y a un retour. Il y a un réel retour. Et heureusement. Thierry Verger, Jade, merci pour vous raccompagner. Un autre sorcier guerrier, Alpha Rock sur la scène d'avant-garde. On écoute un morceau et on se rencontre tout à l'heure. Talita kumi, talita kumi, talita kumi, talita kumi, talita kumi, talita kumi, 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 yeah, yeah, yeah. Encore une fois, le Seigneur Jésus, il était entouré de la grande foule Yambare Pandorore. Il y avait un homme qu'on appelle Jésus qui vint s'agenouiller, se prosterna devant lui. Il lui dit: oh maître, viens, ma fille est à l'extrémité. Pose la main sur elle, elle vivra. Il y avait des gens qui lui disaient: mais n'importe n'est pas le maître. Ta fille est morte, Yambrocodoro. Mais Jésus lui dit: n'aie pas peur, ne perds pas courage. J'irai, comme elle dort, je la réveillerai. Talita kumi, talita kumi, talita kumi. Talita kumi, talita kumi, talita kumi, talita kumi, talita kumi, talita kumi, 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 yeah, yeah. Yeah, yeah. Rabada dem bambale yambara kantumboro yabaru. Rambar tendere yambara kasenkar karamandar bayara. Iblara nere mare abrache que barotolo. Ayarbo santo, ayarebo santa. Alors il prie avec lui Simon Pierre, Jacques et Jean. Il se rendit à la maison de Jérusalem. Et
il fit sortir tous les gens qui étaient là pour vociférer. Oh, oh, c'est le monté. Ensuite il entra avec le père, la mère, dans la chambre où se trouvait la jeune fille, prit sa main, la tapota et lui dit: Talita kumi, 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 yeah, yeah. Talita kumi, talita kumi, talita kumi. Alpha Rock, présente-moi tes amis, s'il te plaît. Alors là, il y a Chion, qui est le... Chion? Oui, Chion. Ah, Chion, d'accord. Oui, qui est le saxophoniste. D'accord. C'est S-H-I-O-N. Ok. Et Maxwell. Qui est le premier venu aujourd'hui. Qui est Alpha Rock? Parle-moi de toi un peu. Alors, Alpha Rock, moi je suis un fils de Jésus. Hop là. Voilà. ça vole haut, là. Mais oui, c'est ça exactement. Et à l'époque, avant, je faisais de la musique du monde. Et depuis que je suis né de nouveau, que je suis une nouvelle créature, donc je chante du gospel, et, bon, en ayant recyclé quelques rythmiques du temps passé. D'accord. Et comment vous vous êtes rencontrés tous les trois? Alors, le premier que j'ai rencontré, c'est Chion. Chion. Et c'était un jour, je l'ai aperçu dans un parc, il était en train de répéter des gammes. Et vraiment, j'ai entendu que les sons qu'il sortait, ils étaient jazzy. Je lui ai proposé, tiens, et si on faisait un jam ensemble. Et il a accepté. Donc, un jour, il est venu, on a fait un jam, et qui n'a pas duré longtemps, mais on l'a fait dans la rue. Et c'était vraiment très, très bien. Il pleuvait d'ailleurs, on a pu jouer 2 chansons, je pense. Et après, il est parti. Moi aussi, bon, la pluie nous a chassés. Et Maxwell? Alors, Maxwell, lui, c'est grâce à Martin. Martin, qui est le contrebassiste avec qui c'est prévu que je joue habituellement. Voilà. Et c'est lui qui m'a donc donné le contact de Maxwell. Comme lui, il ne pouvait pas être là, il est en province. Voilà. T'es passé me voir derrière mon bureau comme ça en me disant tiens, j'aimerais jouer dans ton lieu, passer dans ton émission, mais moi je dis toujours oui. Je dis toujours oui, et pas pour dire oui, suivre les gens, mais je dis oui pour passer rapidement à autre chose. Et comme tu es vachement insistant, je trouvais ça très très intéressant, et ça serait bien, sincèrement, que tu répètes bien avec ton trio et ton contrebassiste et tu repasses me voir. D'accord, pas de souci. Ok. Alpha Rock, merci. Merci beaucoup. Chemin faisant, je rencontre qui? Victor. Victor sera pendant 2 mois à la Rare Galerie avec un thème très très fort qui s'appelle Ensemble. Nous voyons en ce moment le tableau emblématique de l'invitation de cet événement. Comment t'es venu à la peinture, Victor? C'est une bonne question. Je crois que je suis venu à la peinture par la sérigraphie. J'ai commencé par la sérigraphie et ensuite je me suis mis à peindre, à faire des toiles où on retrouve finalement les grands aplats et cette absence de relief dans les matières et ce côté très, très bariolé que j'avais déjà travaillé avant à l'impression manuelle. Donc. Et quel rapport tu entretiens avec la couleur? Parce que quand je vois cette image qui repasse en ce moment à l'antenne, les couleurs sont bien tranchées. Elles ne sont pas très nuancées, très mélangées. Elles sont bien tranchées et on a plutôt l'impression que tu explores un monde de bande dessinée, mais complètement fleuri. Oui, c'est ça. Alors, la couleur est centrale, évidemment, dans le travail.
Mais j'ai décidé de distinguer les couleurs, de les séparer par ces grandes lignes noires qui donc rappellent l'illustration. Parce que je trouve que ça les met en valeur et ça les fait dialoguer d'autant plus, le fait qu'elles n'arrivent pas à se côtoyer. Et j'aime beaucoup travailler en camailleux, donc les couleurs qui se distinguent mais qui se font écho mutuellement. Et ouais, c'est quelque chose qu'on voit souvent aujourd'hui, je trouve. Et ce mélange que tu installes toujours dans tes peintures, parce que presque toutes tes peintures expriment toujours une forme, tout s'entremêle. Ouais, c'est le but, c'est que ce soit le bazar. Si tu veux, ce que j'essaye de montrer, c'est comment les corps dialoguent, et tout en affichant leur singularité. C'est ça. C'est pour dialoguer, ils doivent pouvoir se différencier. Et finalement, ils sont, en discutant, tous un peu ambigus, et c'est ça que j'aime bien. C'est le fait que tout s'entremêle, mais que les identités sont distinctes. T'es genevois, et comment le peintre que tu es dans les rues de Genève, comment tu installes tes idées, et quelles sont les motivations qui t'inspirent? Les motivations qui m'inspirent, je dirais les relations humaines, parce que Genève, globalement, il fait moche 9 mois dans l'année. Donc on essaye de mettre de la couleur et de faire dialoguer des gens comme ça. C'est redonner un peu de vivacité dans ce qui en manque, et d'interroger ce qui finalement est central partout, dans toutes les villes. C'est comment est-ce qu'on dialogue les uns avec les autres. C'est d'autant plus intéressant que je recevais en première partie de cette émission un urbaniste, un architecte qui travaille surtout sur le devenu du vivre ensemble, du vivre en commun. Les images qui s'entremêlent tout en affichant leur singularité, et ces couleurs qui ne sont pas toujours mélangées comme il faudrait, mais qui sont toujours bien toujours à 100% les couleurs. Le choix de cet entremêlage que tu installes, et comment tu l'accompagnerais musicalement? C'est une bonne question. Pour moi, la musique est très importante. Je peux pas peindre dans le silence. Et je trouve que les tableaux chantent, mais après, avec quelle musique? Je pense qu'il faut quelque chose qui soit vif et qui touche profondément quelque part dans le ventre plutôt que dans la tête. Dans le ventre plutôt que dans la tête. L'Expo, c'est 2 mois, à partir de février jusqu'à fin mars, à la Rare Galerie. On aura l'occasion encore d'explorer ce subtil mélange qu'impose l'image que nous voyons en ce moment. Victor, c'est pas le nom, ou c'est le prénom, ou c'est le nom d'artiste? C'est les deux. C'est les deux. Et quand l'artiste n'est pas, qu'est-ce qu'il fait dans la vie autrement? Si c'est pas l'artiste, c'est qu'il est en train de s'embêter profondément. S'il n'est pas l'artiste, il est en train de s'embêter profondément. Elle s'appelle Almé. Aime-moi, aime-le, aime-nous. Elle est sur la scène d'avant-garde, juste pour une version acoustique, mais elle reviendra forcément, je vous le dis, elle reviendra avec une formation complète, parce que là, c'est une mise en bouche. Parce qu'elle deviendra forcément adepte de cette émission, et cette petite mise en bouche nous entraînera forcément plus tard dans l'installation d'une formation complète. Almé, comment vas-tu? Très bien, merci. Et dis, t'as un groupe qui t'accompagne, parce que je vois que tu affiches un peu partout des tournées. Oui. Et vous êtes combien sur scène généralement? On est 2. Moi, je suis au piano et je suis avec une batteuse. Une piano batteuse? et batterie, ouais. Ah ben, tu sais qu'on a une batterie ici aussi. C'est vrai? On aurait pu te l'installer. Ah, ok, bah la prochaine fois. Avec la plaisir. prochaine fois, tu viens avec ta batteuse, et je serai très très heureux de vous écouter. On écoute un titre, ouais, et on vient à ta rencontre tout à l'heure. D'accord. Almé. Un peu slave, un peu sud,
balnéaire oublié, un peu pâle, un peu prude, un peu désargenté, des pavés défoncés, de possibles effacés, 1000 facettes, un patchwork, un désordre à aimer. Ibiza, habité, des mémoires d'autres pas, c'est une ville qui s'imprime, porosité en moi, distinguer c'est subtil, ce qui ne m'appartient pas, plongée imprévisible, qu'en dire encore une fois. Odessa, l'écho d'un état qui vit tout bas. Odessa, étrange, odyssée vers soi. Odessa, l'écho d'un état qui vit tout bas. Odessa, Odessa. La patiente impatience, aller au bout du round. À chaque pas que je rate, l'émotion d'un blackout. En battante, dilettante, petite et vulnérable, j'y dessine des racines, un futur espérable. Elle est loin la gaieté des écrans de fumée. Savoir que la tristesse ravive les tons bleutés. Juste entrer dans cette pièce, s'y laisser bercer. La mer noire en miroir et plus rien à savoir. Odessa, l'écho d'un état qui vit tout bas. Odessa, étrange, odyssée vers soi. Odessa, l'écho d'un état qui vit tout bas. Odessa, 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 l'écho d'un état qui vit tout bas. Odessa, étrange, odyssée vers soi. Waouh. Le piano, c'est Karina qui doit être très très heureuse de te voir jouer parce qu'elle était à côté, elle va sourire là, elle a sourire. J'ai adoré, moi j'ai écouté Miles Davis, j'étais juste à côté, c'était magnifique. Ah oui, ta musique en concert avec ta batteuse, ça donne quoi? Elle t'accompagne, elle chante avec toi? On joue toutes les deux. Et on a aussi des séquences. Donc il y a de la basse, on envoie c'est beaucoup plus électronique si tu veux. D'accord. Donc vous envoyez une séquence et on puis envoie des choses. Et des autres titres qui sont faits à la maison alors du coup. Ouais, c'est ça. C'est du home studio et avec non, une batterie. c'est aussi des choses en studio, c'est un mélange. Qui se voit. Comment tu définirais ton univers? Au départ, j'écrivais des poèmes que j'affichais dans Paris, donc je dirais que ça. Tu les collais surtout... partout? Ouais, je faisais des affiches et j'allais les coller partout dans Paris, quoi. J'avais des affiches roses, j'ai encore d'ailleurs. Et je dirais que c'est parti de là, donc c'est de la pop poétique française au piano au départ. Et après, dans les arrangements, c'est vraiment basé sur le piano et la batterie et les synthés et les boîtes à rythme. Donc il y a un côté un peu électronique quand même. Électronique et là bon, les thèmes abordés sont toujours l'amour, l'atmosphère, les sensations fortes qui nous portent. Et tout à l'heure en début d'émission j'avais un chanteur, je lui posais Claudio Zaretti, je lui demandais si les faits de société inspiraient des fois aussi des tests où tu n'abordes que des thèmes qui ont rapport avec les sentiments amoureux. Alors, j'ai pas tant de chansons d'amour que ça, d'ailleurs. J'en ai évidemment une ou deux, tu vois, mais
C'est plus, je dirais, l'introspection, le voyage personnel. Et là, cette chanson, par exemple, elle s'appelle Odessa. Mais elle a été écrite bien avant, à un moment où peu de gens savaient placer Odessa sur la carte, quoi, bien avant les conflits, etc. Parce que la famille de mon grand-père vivait là-bas il y a des années. Et donc, je suis partie en voyage toute seule. C'était en 2018 à Odessa. T'as découvert Odessa, station balnéaire, avant la guerre. Parce que c'était l'endroit où il fallait aller pour faire la teuf. Hein. C'était aussi la partie teuf, effectivement. Parce que moi, je me rappelle, quand la guerre avait commencé, j'étais parti à Kiev avec un graffeur. Je ferai la transition d'ailleurs après avec mon prochain invité. Et on a construit une super fresque à Kiev. Mais ça découlait de mon voyage à Odessa, au fait. Mais c'est magique cette ville. Elle a vraiment un pouvoir. C'est chargé, quoi. Il y a des gens là-bas. Vivement la fin de la guerre. Quels sont les prochains projets de... Je joue en concert la semaine prochaine. D'ailleurs, je t'invite. Où ? Le 1er février au Mob House à Saint-Ouen. D'accord. Enfin, je vous invite tous, d'ailleurs, parce qu'on est très nombreux ici. Ouais. Et le 26 mars à la Nouvelle Ève à Paris. Et ça se tient en combien de temps ton concert ? 1h30, 2h Ça dépend. Ce sera 1 heure au Mob House et à la Nouvelle Ève, ce sera plutôt une demi-heure puisque j'ouvrirai pour Léonard Lasserie qui fait la sortie de son album. Une première partie. En tout cas, voilà. Merci Amé d'être venue dans mon émission. Tu vois, ça le fait bien. Hein. C'est trop bien, merci. Frédéric. Wilson. Tout à l'heure, je parlais de graphe et j'aurais pu faire tout de suite ma transition sur toi parce que tu es un illustrateur très connu qui est exposé à la Rare Galerie et tu vis et tu navigues dans le monde du hip-hop. Exact. Ça fait un moment. J'ai été graffeur quand j'étais ado. Je traînais avec des jeunes de mon âge. On allait graffer dans les terrains vagues et j'ai rencontré les Assassins, je sais pas si tu vois. Bien sûr. Voilà, dans un terrain vague. J'ai rencontré mes potes Larry Métis. J'ai rencontré qui sont passés dans cette émission et qui sont d'ailleurs à l'origine de notre rencontre. Hein, exact. C'est grâce à eux que je suis venu te voir. Oui, et moi j'aimerais comprendre, en voyant tes dessins, là ceux qui sont juste derrière vous, ce sont des cœurs, tout. Pourquoi les gens, les images, ces personnages sont toujours effrayés? Ça je pourrais pas te dire. Ça c'est de la pure fiction. C'est tiré de bandes dessinées, de l'univers du street art, et du pop art. Mais effrayé, je sais pas, je pourrais pas te dire. Hein. On dirait qu'ils crient tous « Maman !» Mais d'une façon vachement ferme et intense. Life, où est la vie ? La vie, On dit, c'est une expression qui résume les mots qui sont plutôt des superlatifs, quoi. Oui, c'est ça. C'est un peu ça. À quel moment tu dessines ? Quand est-ce que je dessine dans la journée ou je sais pas moi, ou dans la nuit je travaille le matin en fait, je travaille en agence de pub le matin et l'après-midi j'ai libre cours pour bosser. Ce que je voulais surtout c'est te faire rencontrer un peu. J'ai un peu discuté avec Victor tout à l'heure. Oui, Victor prend ton micro. C'est très bien ce qu'il fait, j'adore. C'est marrant parce que Victor, pourquoi tu ne descends pas dans la rue aussi ? Pourquoi je descends pas dans la rue ? Mais parce que je crois que c'est pas exactement l'endroit où ça prendrait tout son sens. Je pense que il faut quand même quelque chose de très soigné. La toile. C'est ça. C'est l'objet fait une partie du travail et le cadre est important. Quand je regarde les illustrations de Fred, les traits sont aussi bien appuyés que quand toi tu peins des traits. Oui, c'est vrai. On retrouve presque les mêmes traits, mais pas la même expression. Oui, je trouve aussi. Je trouve que c'est fort le dessin de Victor. Hein. C'est puissant, il y a un trait très fort. C'est ce côté illustration qu'on a en commun, ça c'est. Oui, bien sûr. Certain, vous aurez pu faire de la BD ensemble, hein. Oui, c'est pas ça donnerait quoi un mix de Fred et Victor?
De Frédéric Dohan et Il faudrait Victor. tenter sur un mur, un graphe. Ouais, on pourrait faire ça. Mais il faut qu'il y ait de la couleur. Ouais, il faut qu'il y ait de la couleur, ouais, tout à fait. Mais Toi, on peut garder ton côté. Et t'as déjà dessiné, t'as déjà mis de la couleur dans tes réalisations? Ah oui, bien sûr, bien quand sûr. tu dessines des pochettes de disques. J'ai fait de l'acrylique, de la peinture acrylique sur toile. Et c'était de la typographie, des lettrages composés sur. Bon, enfin voilà. Et oui, j'en ai fait un peu en graphe aussi à la bombe. Voilà, restez juste à côté. Parce que ouvrir la dernière porte d'Avant-Garde, et je suis très très heureux parce que on rencontre des personnages, je vous le dis, hein, vous pouvez me contredire si vous voulez, on rencontre des personnages, on rencontre des sourires, on rencontre des hommes, on rencontre des femmes, on rencontre des esprits, on rencontre une façon de penser, une façon d'approcher et une façon de sourire. Et le sourire de Samy reflète très bien sa formation. On va bien commencer. Présente-moi tes amis. Comment tu les as rencontrés? Alors là, c'est Mamat, mon trompettiste. Mais mets-toi au milieu comme ça, juste. Oui. Lève-toi, voilà, Mathieu. Qu'on te voit. Lève-toi, Mathieu. Voilà, ok, d'accord. Voilà. Et comment tu l'as rencontré? Bah, Mamat, ça fait 25 ans. On dirait pas comme ça, on a 26 ans. Oui. À peu près. Donc ça fait 25 ans qu'on se connaît, bah, pour à peu près tout le monde hein, d'ailleurs, hein, c'est toute la même époque. On est de la région lilloise. Oui. 25 ans, Mamat. Ensuite, à la basse. Sam. Mr. Iceman. Non, mets-toi là, on joue le jeu. Je veux une présentation voilà. Après, vous donnez une note. Hein. Bien sûr. Voilà, tourne un peu. Tu peux reprendre ta place. Pour la petite histoire, on s'est rencontrés à Nantes au grand colloque du monde de la musique et c'était très très sympa. À l'accordéon. Rodrigo. Avance un peu. Rodrigo. Voilà. Rodrigo. Je vous dirai les prix après hein, pour tout le monde. Ok, d'accord. À la guitare. Fabien. Donc Fabien. Et lève-toi. Le petit dernier. Le petit dernier, tout petit. Mais le meilleur, c'est Fabien quand même. Ah oui, c'est vrai. Tu peux te rasseoir. Et ça fait près de 25 ans, vous tournez déjà cette formation. Non, pas celle-là. Ça fait à peu près 6-7 ans pour Gibraltar, mais on a tous des groupes à côté depuis 30 ans, bien avant la musique. Bien avant la musique. Et comment se passe l'esprit comment vivez-vous la culture à Lille? Racontez-moi un peu Lille. Ah bah Lille, il y a vraiment de tout. Il y a du reggae, il y a du rap, il y a de l'oriental. Dans le micro, c'est mieux. Ah, dans le micro, c'est mieux. Parce que d'habitude, je chante, je parle pas, moi. Ouais, d'accord, je sais. Ça se voit, hein? Ça se voit, parce que tu me parlais depuis tout à l'heure, pas dans le micro. Donc voilà. Non, bah Lille, après, c'est capitale de la culture aussi, quand même, en 2004. Quand même, quoi. Non, après, il y a beaucoup de lieux où on peut se produire. C'est vraiment pas mal, quoi. Et ça date, ouais. Alexandre avec ses petits yeux. On a décidé il n'y a pas longtemps que tous les 2 ou 3 mois, nous allons descendre dans une petite ville, de taille moyenne de la France, pour éditer cette émission et aller à la rencontre des gens là-bas, mais avec un bus et des artistes parisiens qu'on amène chez vous. On viendra à Lille. Je te le promets, Samy. Tu sais, je fais toujours ce que je dis. Hein. Ouais, j'ai vu. Mais où sont mes bonbons, en fait? Ouais. Je veux sans bonbons, tu ne joueras pas aujourd'hui. Il a bas le plastique. Il y a un sachet complet pour toi là-bas. C'est vrai? Ouais. C'est vrai en plus. Gibraltar est sur la scène d'Avant-Garde. On écoute un morceau et on revient dans la genèse après de la formation. Ah, merci.
le cendrier se dirige vers les toilettes, la démarche mal assurée. Il revient régler ses bières, le sandwich et son café. Il ne rentre pas ce soir. Le grand chef du personnel l'a convoqué à midi. J'ai une mauvaise nouvelle, vous finissez vendredi. Une multinationale s'est offerte notre société. Vous êtes dépassés, mais du fait il est remercié. Il n'a plus d'espoir, plus d'espoir. Il ne rentre pas ce soir. Il s'en va de bar en bar. Il n'a plus d'espoir, plus d'espoir. Il ne rentre pas ce soir. Il se décide à traîner, car il a peur d'annoncer à sa femme et son banquier la sinistre vérité. Être chômeur à son âge, c'est pire qu'un mari trompé. Il ne rentre pas ce soir. Fini le golf et le bridge, les vacances à Saint-Tropez, l'éducation des enfants dans la grande école privée. Il pleure sur lui, il se prend pour un travailleur immigré. Il se sent dépassé, mais du fait il est remercié. Il n'a plus d'espoir, plus d'espoir. Il ne rentre pas ce soir. Il s'en va de bar en bar. Il n'a plus d'espoir, plus d'espoir. Il ne rentre pas ce soir. Il n'a plus d'espoir, plus d'espoir. Il s'en va de bar en bar. Il ne rentre pas ce soir. Il s'en va de bar en bar. Il n'a plus d'espoir, plus d'espoir. Il ne rentre pas ce soir. Il ne rentre pas ce soir. Gibraltar, Eddie Mitchell serait fou de joie de cette reprise. Bah, faut lui faire écouter. On va lui faire écouter. On va le faire écouter. Et je sais où il déjeune souvent. C'est vrai? Je te jure, c'est la mascotte à Montmartre. Ok, on ira déjeuner à 3. À 3 Non, pas. On n'ira pas à 3. Non, on ira déjeuner à plusieurs. Toi, lui et moi. D'accord. Comment vous choisissez par exemple cette reprise? Qui l'a amené, qui a décidé que vous travaillez dessus? Ouais, mais là, je vais devoir dévoiler qu'en fait, on n'a pas 26 ans. D'accord. Vous avez 7 ans. Donc, du coup, bah non, mais en fait, c'est. On a tous à un moment donné un morceau des années. Bon, là, 70, 80 à peu près, mais
il y en a plein d'autres. Avec Gibraltar, on reprend du Aznavour, du Brassens, un peu de tout. L'héritage de la chanson. Exactement. Et en fait, un peu comme un pari, c'était de reprendre les monuments de la chanson, vraiment les plus gros tubes, et de les remettre au goût peut-être pas du jour, parce que de votre son. On fait un peu de la fusion, nous c'est un peu du reggae, du Balkan, de l'Orient, c'est un peu tout mélangé. Et en fait, le but c'est ça, c'est de prendre des anciens morceaux et de faire un mixte et de donner ce que ça donne. Oui, mais quand Samir a un titre dans la tête ou un thème, parce que vous composez aussi, on écoutera une compo après, qui t'appelle en premier dans le groupe? Alors moi je suis chauvin, j'appelle personne. Là, je plaisante. Non, on fait des petites sélections comme ça, on se dit, tiens, celle-là, elle pourrait passer en reggae. Après, on cherche plus aussi des morceaux avec des paroles à texte, comme on dit, donc du Renaud, du Brassens, comme je disais tout à l'heure. Et après, on décide un petit peu tous ensemble. C'est pas... On met plusieurs morceaux sur la table et on se dit, tiens, celui-là, il irait bien, celui-là, il irait bien. Et puis, on en a essayé plein qu'on a arrêté, et puis il y en a qui marchent bien. Et voilà, et vous le faites. En tout cas, merci d'être venu dans cette émission, merci à toi, sincèrement. Et c'est pas fini. Et de toute façon, tout à l'heure, on va se boire un verre pour mieux continuer à s'aimer, mais rester un petit peu en place. Venez. Tout le monde pense que je fais tout seul, mais c'est pas vrai. Là, vous avez les maquilleurs. J'adore montrer les maquilleurs parce qu'ils viennent toujours à cette émission comme ça. Ça va? Merci, ça va très bien. Me vous voilà, tout, etc. Qu'est-ce que tu as pensé de tous ces artistes que tu as vus aujourd'hui? C'était super sympa de les maquiller, une super belle expérience. Ouais, c'est vrai? Ah, c'était génial. Ils sont tous cool. Ils sont cool. Lequel tu embarquerais après? Avec moi? Je les prends tous. Alexandre? Viens. Bravo. Ok. Allez, dis-le au revoir. Hein. On se reverra plus tard. Tout. Sophie, viens là. Elle se... Tout le monde me demande quel est le rapport. Elle a aussi un kilt. Viens là, mais c'est le thème. D'accord. Allez, on vous dit au revoir. Victor, merci. Merci à toi, Wilson. Merci. Fred, merci. De rien. Merci, Wilson. Et chemin faisant, voilà, on les voit bien tous. Dites au revoir à la caméra, tout, salut. Merci. C'était Avant-Garde, l'émission qui vous en donnera toujours pour le temps que vous allez lui consacrer. On écoute un dernier titre avec Gibraltar et on se retrouve dans un mois. Même lieu, même heure. Encore un texte, une chanson, pour prouver que l'homme perd la raison. Pour une terre, pour du pognon, pour une frontière, pour un drapeau, pour une statue, une religion, pour une femme, pour son joyau, pour une phrase, un mot de trop, pour de la fierté ou son ego. غير تنغيم دي مازيغن واللي مدوني تشور دي فمن ولي ويكسرو دي منتوان هيا كازان اشوف نيوغن غير تنغيم دي مازيغن واللي مدوني تشور دي فمن ولي ويكسرو دي منتوان. Dans une tranchée, un gosse frissonne. Autour de lui, les balles résonnent. Mais à 20 ans, t'es pas un homme, pas assez grand pour vendre ton âme. Dans ce beau treillis militaire qui au début te rendait fier. Es-tu seulement prêt pour la guerre? Es-tu vraiment prêt à voir le diable? غير تنغيم دي مازيغن واللي مدوني تشور دي فمن ولي ويتسرو دي منتوان هيا كازان اشوف نيوغن غير تنغيم دي مازيغن واللي مدوني تشور دي فمن ولي ويتسرو دي منتوان.
Cette fille aux cheveux blonds, lui as-tu demandé pardon? Pardon d'être jeune, pardon d'être con, de n'être qu'un homme, de n'être qu'un pion. Et cette mère au téléphone, qui là d'un coup tombe dans les pommes. En elle en boucle cette voix résonne, je ne reverrai plus mon petit bonhomme. Ayer gezen ashuk nuran, ay harten rim di meziran, walin duni churdi vemen, uli witru di multawan. Ayer gezen ashuk nuran, ay harten rim di meziran, walin duni churdi vemen, uli witru di multawan. Merci. Rap